Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre débat citoyen hebdomadaire Disputant Doom. Aujourd'hui, nous nous penchons de nouveau sur l'actualité du Covid. La campagne de vaccination de la 3e dose est en cours. Il est déjà question de la 4e, avec pour certains la difficulté d'accéder à un rendez-vous. Les écoliers avaient quitté le masque, ils le portent désormais toute la journée. Faudra-t-il les vacciner eux aussi? Pourquoi? Déjà 2 ans que cette pandémie de coronavirus et la crise sanitaire n'en finissent pas de nous faire subir de nouvelles vagues. Nous sommes actuellement dans la 5e. On nous annonce déjà la 6e pour janvier avec le variant Omicron. Allez, pour essayer de nous y retrouver autour de la table, j'accueille 4 invités. Le docteur Sylvie Kellet en duplex de Bordeaux et directrice déléguée à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. À mes côtés, docteur Damien Mallet, pédopsychiatre à l'hôpital Henri Laborie de Poitiers. En face de vous, Loïc Brion, représentant de parents d'élèves, président de l'Union académique PEP Poitou-Charentes. Et enfin, Christine Salaver-Griset, pharmacienne et membre du groupe Vaccination et Liens Social. Merci, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Sentez-vous libre de débattre entre vous. Et vous, derrière l'écran de votre télé, votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette, vous êtes les bienvenus pour commenter cette émission sur les réseaux sociaux de France 3 Nouvelle-Aquitaine. D'abord, une première question rapide à chacun d'entre vous. Le premier mot qui vous vient à l'esprit avec Covid, ça peut être un gros mot ou un sentiment? Docteur Sylvie Kellet. Ouais, je dirais gravité, longueur de la crise, investissement des professionnels. Docteur Damien Mallet. Anxiété. Anxiété, c'est ce qui domine chez vos patients. On y reviendra. Monsieur Brion. Questionnement des parents et zut, j'ai oublié mon masque. J'ai oublié mon masque, oui, c'est un grand classique. Christine Salaver-Griset. Alors, je vais dire un gros mot, saloperie. Oui, moi c'était chiant que j'avais en tête de mon côté. Allez, privé d'école, avec une semaine d'avance sur les vacances, les élèves de l'île d'Aix voient leur quotidien de nouveau bousculé par le Covid. C'est l'une des mesures prises avec l'interdiction des rassemblements de groupes. Face à la multiplication des cas positifs sur ce petit territoire de Charente-Maritime, les autorités ont organisé un dépistage sur place lundi. Voyez le reportage de Sébastien Poirier et Marc Millet. Les quelques 90 personnes qui vivent actuellement sur l'île d'Aix sont appelées à participer à ce dépistage massif, après qu'une dizaine de cas de Covid a été recensée par l'ARS. L'école, qui reçoit 6 élèves, a dû être fermée, la moitié des enfants s'étant révélés positifs. On a été obligé de fermer l'école parce qu'il y avait plus de 3 enfants il y avait 3 enfants qui étaient positifs. Donc je suis inquiet. L'île, c'est une petite entité et je veux la protéger. Désormais, le dépistage de tous est une priorité et le médecin de Lille a commencé dès ce matin à recevoir les candidats à l'Écouvillon. C'est très important de faire un dépistage massif sur l'île ? C'est important, oui, parce que l'île, on est quand même tous confinés sur l'île, donc ça peut très vite se propager. Il y a eu malheureusement un cas de Covid donc sur cette île, et puis naturellement on sait très bien comment ça se déroule, c'est-à-dire que c'est de façon exponentielle, donc il paraît tout à fait logique de tester la population aixoise. En début d'après-midi, 3 paramédicaux spécialement venus du continent se sont installés dans la maison familiale pour y recevoir le public et procéder au prélèvement. On va prendre au fur et à mesure. Et quand on n'aura plus de tests, ce sera fini. Un petit geste simple, rapide et civique pour préserver surtout les autres. Je sais que je pars pour Noël voir mes grands-parents et par exemple, pour les anciens, essayer de faire attention. Voilà. On est résidents à l'année, nous, et oui, je pense que c'est important pour tous les habitants. Apparemment, il y a eu une grosse hausse, donc ouais, je pense que c'est important de le faire, même si on est vacciné, on peut quand même le refiler. Les résultats de ces tests PCR devraient être connus dès demain. Aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture de l'école. Et sur les 90 habitants de l'île, 58 étaient venus se faire dépister. Et depuis, les résultats sont revenus tous négatifs. Un signe encourageant alors que nous observons tous autour de nous des cas qui se multiplient. Docteur Kellet, où est-ce qu'on en est plus globalement en Nouvelle-Aquitaine? Vous avez des projections? Oui, alors on a une incidence qui est très élevée. C'est sans doute la plus élevée qu'on ait eue la 5e vague est plus élevée que les autres vagues. Il faut dire qu'en parallèle, on a beaucoup plus dépisté que dans les vagues précédentes, mais on a quand même des incidences qui vont en moyenne sur la région autour de 450 pour 100 000, mais qui peut aller à 600 pour 100 000 dans certains départements. Et puis, ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est qu'on a une incidence au-delà de 1000 pour les enfants de moins de 10 ans.
Et la deuxième population qui est la plus incidente, c'est les jeunes de 30 à 40 ans, si j'ose dire, qui sont sans doute les parents de ces enfants. Et donc, ça témoigne d'une circulation intrafamiliale du virus. Comment ça s'explique, cette plus forte incidence? C'est ça, c'est la multiplication des contacts sociaux? Sans doute la multiplication des contacts sociaux, le fait qu'on ait quand même relâché les mesures barrières et que donc les gens probablement se lassent, portent moins leur masque, se lavent moins les mains. Et tout ça, ça entraîne une diffusion plus rapide du virus. Est-ce qu'on a atteint le fameux plateau espéré, attendu? Alors, c'est difficile à dire. Probablement qu'il va être atteint puisqu'on observe des pentes de progression qui sont moins élevées. Et donc, on peut se dire que probablement dans les jours qui viennent ou la semaine qui vient, on devrait atteindre le plateau. Dans l'une des interviews de ce reportage, quelqu'un nous parle de civisme. Docteur Mallet, qu'est-ce que ça dit cette pandémie de notre rapport aux autres? Dans le rapport aux autres, on note bien le fait que pour la première fois, on se retrouve face à un virus qui nous fait considérer l'autre comme dangereux et nous comme dangereux face à l'autre en fait. Et donc c'est en permanence, comme je disais, le mot anxiété, ça entraîne une anxiété chez les parents, une anxiété chez les enfants, chez les adolescents, alors qui se manifeste différemment en fonction de nos capacités d'adaptation et de résilience dans le quotidien. Mais en tout cas, on a de plus en plus de difficultés avec cette répétition aussi, parce que l'anxiété, elle se nourrit aussi de la répétition, des éléments qui se maintiennent, qui continuent sans fin. Ça nourrit l'anxiété. Donc, en fait, on a beaucoup de jeunes en grande difficulté. Et c'est vrai que par rapport au civisme, comme vous le décriviez, cette dangerosité est bien présente. Geste civique à faire, en tout cas, c'est de faire les gestes barrières, mettre le masque, modérer ses contacts, mais en même temps, au bout de 2 ans, pratiquement de pandémie, c'est compliqué de maintenir ces limitations de liens sociaux. On reste quand même un animal social, donc c'est compliqué pour nous de ne pas aller voir les autres et de ne pas aller discuter avec ses amis, avec sa famille, et d'autant plus, moi qui suis vraiment sur l'adolescence, encore plus avec les adolescents qui, eux, sont vraiment en liens sociaux permanents, on va dire. Et qui ont besoin de ça pour leur équilibre? Qui ont besoin de ça pour leur équilibre, parce que l'on voit bien qu'ils sont déséquilibrés et qu'ils vivent très mal cette période de pandémie dans leur quotidien. Voilà. Monsieur Brion, votre avis là-dessus? Alors effectivement, il faut quand même l'avouer, on le voit au niveau des différents établissements scolaires, que la quantité de gel hydroalcoolique a été divisée quasiment par 2 depuis la rentrée. Le port du masque, effectivement, il y a des rappels de plus en plus fréquents, sous le nez, au niveau du menton. Donc des mesures, même parfois quelques sanctions qui tombent, il faut le dire. Donc il y a un relâchement. Même les adolescents, comme vous l'expliquez, donc de nouveau qui se resserrent la main, des rapprochements, qui se font la bise. Donc peut-être une lassitude qui est arrivée. Donc aujourd'hui, effectivement, on arrive à plus de rapprochements, de contacts, peut-être une multiplication des cas. Mais ça, on le voit effectivement au niveau des adolescents. Après, effectivement, dans la petite enfance, c'est peut-être encore d'autres cas, notamment avec tout le brassage qu'il peut y avoir au niveau des garderies le matin, tout comme le soir, et également dans la journée. Donc on va dire qu'il y a 2 situations entre le premier degré et en même temps le second degré. On va y revenir tout à l'heure. Madame Salaver-Griset, qu'est-ce que vous observez depuis votre pharmacie? La multiplication des cas, elle est réelle? Et cette notion de civisme? La multiplication des cas, ma pharmacie, on est un peu loin. On est un peu loin. Je l'ai su par le maire qui m'a dit qu'il y avait un cas par classe. Voilà. Après, c'était diffus au sein de mes clients. Voilà. Les gens, ils en ont marre, quoi. Ils sont anxieux. Moi, j'ai 2 salariés en arrêt dépression. C'est beaucoup de pression, c'est difficile avec les enfants, la vie de famille, le trajet, et puis la pression des patients qui nous amène leur anxiété. Et nous, on prend tout ça. Voilà. Heureusement, on est en équipe, on peut communiquer entre nous, mais c'est quand même très très lourd pour les équipes. Et les équipes sont épuisées. Voilà. Après, au niveau du civisme, on a un peu 2 catégories. On a quand même des gens très civiques, honnêtement. Moi, je suis dans un bourg, des gens sympas qui pensent je me vaccine parce que c'est pour les autres. Là, surtout sur la 3e dose, moi, j'ai vraiment ce retour parce que pour le moment, on a ceux qui veulent. Après, on va arriver sur ceux qui sont forcés parce que pour avoir leur passe, donc c'est plus tendu en général. Mais pour le moment, oui, vraiment. Puis c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes âgées, évidemment, et sur ces populations-là, bien sûr qu'il y a une notion de civisme très importante. Combien de personnes vaccinées à la 3e dose, Dr Kelly? Alors en nombre, je ne saurais pas vous dire, mais on est à 23% dans la population de plus de 18 ans dans la région Nouvelle-Aquitaine et au-delà de à peu près à 60% pour des personnes de plus de 65 ans. Et en pourcentage de personnes non vaccinées, on est sur quel ordre de grandeur?
Alors, en pourcentage de personnes non vaccinées, on est non vaccinés du tout, on est à autour de 7-8% des personnes éligibles. Docteur Kelly, c'est quoi les différences notables par rapport aux autres vagues de celle-ci? Mais ce que je vous disais, on est un taux de dépistage qui est beaucoup plus élevé, bien que les personnes soient vaccinées. Je pense qu'elles sont sensibilisées au fait qu'il faut se faire dépister quand on est symptomatique. Une vague beaucoup plus haute. Probablement une différence dans les personnes qui sont hospitalisées avec des personnes en médecine qui sont âgées et qui ont des schémas vaccinaux incomplets et des comorbidités, bien sûr, et puis des personnes en réanimation qui sont plus jeunes, qui sont des hommes et des hommes avec comorbidité, l'obésité, le diabète, et qui, eux, ne sont pas vaccinés. Il y a quand même un moindre choc, j'allais dire, pour le côté hospitalisation, entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations? Oui, il y a un moindre choc. La vaccination, quand même, protège des formes graves. Et donc, effectivement, on a une vague énorme et un taux d'hospitalisation qui reste quand même plus raisonnable. Sans la vaccination, je pense on divise par à peu près 10 le nombre de personnes hospitalisées ou en réanimation. Donc, heureusement qu'on a cette vaccination pour faire face à cette vague extrêmement haute. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette vaccination par rapport aux variants qui arrivent, ou c'est encore des choses qui sont en test, en évaluation aujourd'hui? Alors, c'est difficile à dire puisqu'on est au tout début. C'est un variant qu'on commence Le variant Omicron, là, vous connaître. Oui, le variant Omicron, bien sûr. Et donc, on a des informations qui arrivent de Grande-Bretagne, qui arrivent d'Afrique du Sud, qui montrent que le vaccin est sans doute le vaccin à 2 doses est moins efficace qu'il ne l'est vis-à-vis du variant Delta, ça c'est sûr. En revanche, le rappel vaccinal entraîne une augmentation très importante du taux d'anticorps et que cette augmentation massive du taux d'anticorps protège relativement contre le variant Omicron. Mais on a encore beaucoup de choses à apprendre vis-à-vis de ce variant. Alors ce 15 décembre est une date charnière, c'est la désactivation du pass des plus de 65 ans qui n'ont pas leur 3e dose et le début du volontariat pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. On commentera plus tard l'organisation pratique de ces politiques. Je voulais vous demander, docteur Mallet, ce que vous pensiez de cette stratégie du gouvernement, d'un point de vue là, juste psychologique, de ne pas en passer par l'obligation de vaccination. Toujours compliqué, l'obligation vaccinale. On sait très bien quand on oblige, il y a aussi un rejet, des gens qui vont être même plus contre qu'ils ne l'auraient été. On l'a vécu, nous, en tant que soignants. En tant que soignants, on n'a pas le choix, c'est une obligation vaccinale. On a eu quelques soignants, pas beaucoup finalement. Au départ, on était très inquiets, finalement, on n'a pas eu tant que ça qui ont refusé la vaccination. Mais on sait que voilà, une obligation peut générer plus de rejets que prévu. L'intérêt, c'était plutôt d'amener les gens à aller vers. On avait quand même la contrainte du pass sanitaire, c'est-à-dire que si on voulait pouvoir faire des sorties, aller au restaurant, au cinéma, on devait quand même se faire vacciner. Donc il y a quand même une incitation forte à aller se faire vacciner. Et puis après, de travailler, nous, d'un point de vue médical, en tout cas dans notre quotidien, c'est de travailler avec les patients, les parents, de l'intérêt de la vaccination pour eux et aussi pour les familles plus élargies, dans le sens protéger sa famille. Quand on a le Covid, on ne le garde pas que pour soi, on peut le transmettre à tout le reste de la famille, donc d'où l'intérêt de la vaccination. Donc ça aussi, c'est un travail dans notre quotidien, même si moi je suis en pédopsychiatrie, c'est un travail qu'on fait aussi dans notre quotidien quand on rencontre des parents ou des adolescents ou des enfants qui ne sont pas, alors pour l'instant adolescents, parce que nous, l'obligation vaccinale est à partir de 12 ans, mais qui ne sont pas vaccinés. On travaille vraiment dans ce quotidien avec eux pour les amener à aller vers cette vaccination. Voilà, donc c'est le travail médical, même en pédopsychiatrie. Bien sûr. Et en pharmacie aussi, il faut convaincre les gens parfois? Oui, alors il y a toujours la première vague, comme je disais, les premiers qui viennent se faire vacciner parce qu'ils sont civiques, ils y croient, et après il y a ceux qui sont obligés pour pas perdre leur boulot. J'en ai eu cet été, il y en a un, il a retiré son bras au moment où j'ai lancé la seringue, j'ai dit, bon, moi je vous vaccine pas, hein, voilà, mais que je vais perdre mon boulot, j'ai dit, c'est comme vous voulez. Bon, après il avait peur, il avait pas peur de la piqûre, peur de ce que j'allais lui injecter, voilà. Et après, j'ai vacciné des enfants de 12 à 18 ans. Alors, il y avait alors, souvent, c'était parce qu'ils avaient des activités périscolaires. Ils ne voulaient pas se faire tester tous les 3 jours, là, parce que c'est quand même pas très sympa, un test antigénique. Et alors, il y avait 2 catégories. Il y avait un peu les enfants qui allaient d'eux-mêmes. Même, j'avais eu les parents réticents avant. Et les enfants, ils disaient, bon, non, je n'ai pas peur, ça va, j'en ai marre, moi, je veux le faire parce que c'est bien. Puis pour la deuxième injection, c'était
Oui, mais mes copains, ils ont eu là, j'ai plus peur cette fois-ci, madame. Donc, ça prend du temps, il faut expliquer, voilà. Et il y avait ceux qui étaient un peu obligés, qui arrivaient à reculons. Enfin, c'est sûr que la vaccination des enfants, c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Voilà. En plus, voilà, il y a du malaise vagal, il faut les allonger. C'est compliqué. Allez, on va y revenir. Petit retour en arrière. Fin novembre, face à la montée des cas, le gouvernement réadapte sa politique 3e dose pour tout le monde et, à l'inverse, allègement du protocole dans les écoles. La présence d'un cas positif parmi les élèves n'entraînera plus la fermeture de toute la classe. Comment réagissent alors les enseignants et les parents? Reportage à Niort avec Alain Darrigrand et Cyril Paquier. À partir de lundi, un cas de Covid dans une classe n'entraînera plus sa fermeture automatique. Une nouvelle règle annoncée hier par le ministre Blanquer, approuvée ce matin par la Fédération des parents d'élèves des Deux-Sèvres. Ce qu'on demandait depuis longtemps, d'arrêter l'isolement des élèves, mais bien de pouvoir tester massivement en cas de suspicion de Covid. Donc voilà, cette première annonce, pour le moment, on est plutôt satisfait. Autre point positif pour l'association, cette mesure va permettre aux enseignants d'assurer la continuité pédagogique. Un avis partagé par Force ouvrière, mais le syndicat s'inquiète d'un système à 2 poids, 2 mesures au plus fort de la 5e vague. On voit qu'il y a une réelle différence entre comment le reste de la société est traité avec un durcissement du pass sanitaire. Et puis du côté de l'école, ça donne l'impression un peu d'un relâchement. Un relâchement, mais un protocole très strict. En cas de contamination d'un élève, toute la classe sera testée. Une organisation complexe et source d'inégalités à venir selon les parents d'élèves. On sait que notamment en rural, dans notre département, ça peut être très compliqué pour de nombreuses familles d'aller dans des laboratoires pour faire tester leurs enfants. Autre inconvénient, avec un délai d'incubation compris entre 3 et 5 jours, des élèves testés négatifs pourraient s'avérer contagieux, accélérant la propagation du virus. Pour limiter ce risque, le syndicat prône une autre solution. On veut également que le ministère accède à une demande que l'on a depuis plus d'1 an, qui est de créer des postes pour que les groupes classes diminuent et qu'on évite comme cela d'exposer l'ensemble des gens qui sont dans les classes, que ce soit les enseignants ou les élèves, de les exposer au maximum au virus. La vaccination pour les 5-11 ans pourrait mettre tout le monde d'accord. Le gouvernement réfléchit à sa mise en place pour le premier trimestre de l'année prochaine. Monsieur Brion, un mot de réaction sur ces changements de protocole. Est-ce que vous avez pu faire des propositions en tant que représentant de parents d'élèves ? Effectivement, en fait, il y a beaucoup de discussions avec le rectorat sur le sujet. Mais après, c'est vrai que le protocole, on va dire, je dirais pas aléatoire, mais on passe à niveau 3, niveau 2, niveau 1, on revient à niveau 2, voire niveau 3 pour les écoles élémentaires. On reste en niveau 2 dans les collèges et les lycées. Donc c'est vrai que c'est 2 poids, 2 mesures. Mais c'est bien dit dans le reportage, il faut dissocier le monde rural du monde urbain. Parce qu'effectivement, on peut effectivement le voir avec les pharmaciens aussi. C'est les tests PCR. Pour pouvoir le faire, il faut avoir la disponibilité et avoir une proximité. Et là, effectivement, si un enfant, il y a un cas dans une classe, il faut faire les tests le jour même, voire le lendemain, potentiellement incubation 5 à 7 jours, donc refaire encore des tests la semaine suivante. Donc la fermeture, elle est quand même, il faut dire réelle le jour même, la classe ferme, on ne peut revenir que si le test est négatif. Il peut être négatif potentiellement sur 2 jours, 3 jours, 5 jours, mais redevenir positif la semaine suivante. Dans ce cas, on retourne dans le même schéma. Mais en même temps, le protocole, on va dire, arrive un petit peu tard quand même, parce qu'on arrive, depuis lundi, effectivement, on va dire à 1 semaine des vacances. Donc effectivement, les premiers cas qui vont arriver n'arriveront que pendant les vacances. Donc on va dire la véritable mesure du protocole, le retour se fera à partir de mi-janvier réellement. Parce qu'il faut la mise en place et les vacances ne vont pas non plus aider. Parce qu'on va dire c'est retour en famille, forcément retour en classe début janvier. Donc il faut attendre de passer les 15 premiers jours de janvier pour vraiment voir l'efficacité ou pas du protocole. Est-ce qu'il y a déjà d'anticiper peut-être une campagne de test dès la rentrée ? Alors, campagne de test, effectivement, ce serait l'idéal. Mais aujourd'hui, c'est pas l'optique ni l'objectif aujourd'hui en général de l'éducation nationale, où c'est maintenant les familles qui doivent tester leurs propres enfants. Alors justement, c'est la question, c'est quoi un cluster ? Est-ce que c'est 10, 20, 30 élèves ? C'est une classe complète ? On ne sait pas. On a juste effectivement cette jauge de 3 élèves. Mais ces 3 élèves au sein d'un établissement, au sein d'une même classe, sur une semaine, on ne sait pas. On sait que c'est
un élève positif, on ferme, la classe sera journée, on revient à un test négatif, mais derrière, effectivement, l'histoire des 3 quarts, on ne sait pas. Avec les désorganisations que ça entraîne pour les parents, vous auriez préféré quoi? Une fermeture un peu plus franche pour stopper tout de suite les choses? Non, effectivement, il faut quand même aussi comme c'est bien expliqué, la continuité pédagogique pour que les élèves, effectivement, ne puissent pas perdre ce lien avec l'école. En même temps, on sait très bien que derrière, ça entraîne du distanciel, et le décrochage scolaire, forcément, entraîne derrière, effectivement, une perte de ce lien social aussi avec l'école. Donc après, quelle est la véritable mesure? C'est d'appliquer strictement, effectivement, le protocole sanitaire, les gestes barrières. Le retour du masque est une bonne mesure. Si on fait juste le bilan quand on est en niveau 3, même niveau 2, on avait beaucoup moins de cas, même chez les enfants, dans l'école élémentaire, avec le port du masque et le lavage des mains. C'est des mesures vraiment très simples. Avec lesquelles il faut composer, docteur Mallet. Quel poids psychologique de tout ça, ce port du masque en permanence? Le port du masque, en fait, le masque est quand même symbole du coronavirus actuellement. C'est-à-dire qu'on porte un masque, voilà, actuellement, ça représente bien la dangerosité du virus, le fait qu'on peut être contaminant ou se faire contaminer. Donc, en fait, dans le lien social, ça impacte le lien social qu'on a avec l'autre. C'est-à-dire qu'on est plus vigilant, plus méfiant, on va faire plus attention. Et on sait en plus qu'on peut être dangereux pour les autres. On en discute des fois avec les collègues du fait qu'un enfant peut, sur des périodes, se sentir dangereux pour sa propre famille, notamment ses grands-parents. On a eu beaucoup de cette période-là avant les vaccinations, où les enfants avaient peur d'aller contaminer leurs grands-parents, parce que, pensant qu'ils étaient asymptomatiques, aller voir les grands-parents qui n'étaient pas vaccinés, leur transmettre, et en sachant qu'il y avait plus de risques de formes graves, chose sur laquelle ils baignent en permanence sur ces informations-là dans leur quotidien, aussi bien par les familles que dans ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent à la télé. Donc ça génère beaucoup d'angoisse, et le masque est représentatif de ça. En même temps, on est pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'on sait que ça peut générer de l'angoisse, mais en même temps c'est nécessaire parce que c'est l'outil qui nous permet, avec le lavage de mains, de bloquer la propagation du virus. On le sait, c'est les consignes qui sont les plus efficaces quand on applique bien. Nous on le voit à l'hôpital, les consignes sont très bien appliquées, on a très peu de situations de transmission intra-hospitalier, nous en psychiatrie en tout cas, alors qu'on a eu des cas Covid positifs. Donc on voit bien que c'est efficace. L'inconvénient, c'est que d'un point de vue développement psychologique, ce masque représente vraiment cette dangerosité de ce Covid, et donc le risque avec les autres toujours de je peux contaminer ou je suis contaminable, et donc avec le risque que je contamine ma famille derrière, parce que je vais rentrer à la maison, et globalement à la maison je mets pas de masque quand je vais faire un câlin avec mes parents, ou quand je vais aller prendre un temps sur le canapé pour regarder un film avec mes parents, je mets pas de masque. En tout cas je pense pas que des familles fassent ça, ce qui est plutôt normal, mais en même temps voilà, il y a un risque, et en permanence les enfants sont baignés là-dedans. Donc, comment est-ce qu'on accompagne? Il faut dédramatiser ou il faut responsabiliser? Alors en fait c'est les deux, c'est à la fois dédramatiser dans le sens on doit vivre avec, donc, mais en même temps avec une responsabilité, et je pense que les enseignants le font très bien. J'ai 2 enfants qui sont en primaire, donc ils le font très bien, je le vois régulièrement, où les consignes de lavage de mains, de port du masque, des reprises quand ils ne le font pas bien, des chansons qu'ils utilisent dans le quotidien pour bien comprendre l'intérêt de ces gestes barrières, et en même temps arriver à les dédramatiser, en tout cas dans le sens de leur dire d'expérience, je l'ai attrapé par mes enfants, le Covid, et d'expérience, je les ai dédramatisés, on leur a expliqué que c'était pas grave en soi, c'est comme ça peut se transmettre, mais c'est d'arriver à en reparler, le dédramatiser, ne pas qu'ils portent le poids de la culpabilité de se dire je l'ai transmis à la famille, à la maison, voilà, c'est pas simple dans le quotidien, et puis après, dans les âges plus âgés, encore aussi, ça entraîne d'autres difficultés qui sont un peu différentes, je dirais, dans les liens sociaux. Je dirais plus là où je vous rejoins sur la question des liens sociaux. Docteur Kelly, les enfants sont-ils ces super transmetteurs qu'ils pensent être ou qu'on leur dit qu'ils sont? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, l'incidence chez les enfants est particulièrement élevée, notamment chez les enfants d'âge primaire, puisqu'ils n'ont pas encore été vaccinés. Donc, c'est vrai que là, avec une incidence qui est supérieure à 1000 pour 100 000, ça représente un risque de transmission important. Alors les enfants se posent beaucoup de questions aussi sur l'intérêt de leur vaccination, comme ils ne font, alors pour la majorité, pas de forme grave. Alors quel est l'intérêt de cette vaccination? C'est pour l'immunité collective? Alors, à l'heure actuelle, ce qui débute aujourd'hui, c'est la vaccination des enfants à risque, à risque de forme grave pour eux-mêmes, ou les enfants qui sont dans l'entourage de patients profondément immunodéprimés pour lesquels les vaccins n'ont pas été suffisamment efficaces. Je pense qu'il va falloir attendre
d'abord l'avis des autorités de santé et puis qu'eux-mêmes attendent les données américaines. Les Américains ont commencé avant nous à vacciner les enfants et donc on va avoir des données très intéressantes sur la tolérance de ces vaccins et sur leur intérêt chez les enfants plus jeunes. Que vous disent les parents là-dessus, Monsieur Briand? Cette question de la vaccination, ça fait partie des... Ça fait partie effectivement des questionnements. Donc on a effectivement les anti-vax, on a effectivement ceux qui veulent à tout prix vacciner, pour, comme vous l'avez très bien dit, pour se protéger, en même temps protéger la famille, parce que comme on l'a bien dit, le soir quand on rentre, on ne porte pas le masque. Donc il y a de tout, mais quand même la grosse majorité forcément, c'est on est pour la vaccination. Donc aujourd'hui, je crois que le schéma vaccinal on va dire des 12-19 ans est environ 70-80%. Donc ça va dans le bon sens. Après, effectivement, il faut continuer pour maintenant il faut voir les études sur les enfants de moins de 12 ans, si effectivement ça porte ses fruits, et on va dire quel est le degré de contamination après au sein de la famille. Pour revenir aux mesures d'accompagnement des protocoles dans les écoles, aujourd'hui, qu'est-ce qui coince le plus? C'est les moyens humains finalement il faudra diviser un peu plus les classes? On va dire qu'il y a un peu de tout, effectivement. Donc d'abord, la première mesure aussi, l'aération des classes, faut pas l'oublier. Ça, effectivement, on vous le dit de le faire au moins toutes les heures. Honnêtement, sur le terrain, ce n'est pas fait toutes les heures. En général, ça peut être le matin, le soir, à intercours parfois, ou à la pause méridienne. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des établissements, dès le premier étage ou le second étage, où on ferme les fenêtres. Donc, on va dire c'est éviter effectivement les suicides au sein des établissements. Donc les fenêtres sont fermées, donc le seul moyen d'aération, ce sont les portes, donc les couloirs. Potentiellement, on demande aussi à avoir des petits capteurs pour mesurer le taux de CO2. Donc ça, effectivement, c'est pas du tout mis en place. Parfois, je prends juste l'exemple il y a un collège notamment sur Poitiers, ils ont 4 capteurs pour l'ensemble du collège. C'est pas du tout suffisant. Il en faudrait peut-être un par classe, au moins pour mesurer ce taux potentiellement, voir effectivement s'il y a peut-être un degré de contagiosité peut-être au sein de la classe. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les parents sont dans cette vague quand même, il faut vacciner. Et alors justement, venons-en à l'organisation de la vaccination. Depuis quelques mois maintenant, médecins, infirmières et pharmaciens sont sollicités à leur tour. Avec quelques mois de recul, la conservation des vaccins à ARN messager peut être assouplie. Les doses sont gérables sans recourir à ces fameux super congélateurs. Mais entre la réalisation des tests de dépistage qui se poursuit à bon rythme et les piqûres à organiser, les pharmaciens sont largement débordés. Dans ce contexte, les autorisations ou encouragements de Jean Castex à vacciner le dimanche sont diversement appréciés. Exemple au Pays Basque avec Lisa Massineras et Perrine Durando. Ici, quartier Kléber à Biarritz, l'équipe a accepté de s'organiser, sachant qu'il faut aussi assumer les vaccins grippe et toute l'activité habituelle hivernale. On est en train d'y réfléchir avec mon associé, avec notre personnel, pour essayer de couvrir 2, 3 ou 4 flacons sur la journée de dimanche. Sur les 120 pharmacies du département, toutes ne sont pas favorables à ce nouveau dispositif, faute de personnel. Les étudiants en pharmacie de 3e année validés peuvent donner un coup de main. Il y a une suractivité importante et un épuisement des personnels et des pharmaciens eux-mêmes. Donc on va faire de notre mieux, on va participer à l'effort national parce que c'est un effort national, mais on ne peut pas exiger non plus de nous ce que l'on ne peut pas donner. Un arrêté doit préciser les modalités pour les pharmacies de garde le week-end, mais le nombre de personnes testées a doublé ces 3 dernières semaines. On est à un taux maintenant de 3 millions par semaine, alors que par exemple au 15 novembre, on était à 1,5 million. Pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, il faut s'inscrire sur Doctolib. Madame Salaver-Griset, est-ce que vous ouvrez le dimanche? Non. Mes clients ont dit Madame Griset, c'est une rebelle, j'espère que vous n'allez pas ouvrir le dimanche. Vous voyez, ils sont sympas mes clients, parce qu'ils préfèrent que je me repose le dimanche. Alors je passerai peut-être un flacon ou deux un dimanche, mais honnêtement, moi je travaille en couple, j'ai une grosse pharmacie, j'ai beaucoup de personnel, donc à la limite c'est organisable parce qu'à ce moment je pourrais me reposer un jour dans la semaine, mais c'est irréalisable pour les petites pharmacies où le pharmacien est là du lundi matin au samedi soir parce qu'ils n'en peuvent plus et il n'y a pas que ça à faire, quoi. Il n'y a pas que les vaccins, donc déjà, ils en passent, mais de là à venir le dimanche. Et en plus, est-ce que c'est utile? Je dirais pas forcément, parce que
C'est un peu du luxe, venir se faire vacciner le dimanche. Vraiment, ne me dites pas que les gens ils peuvent pas venir se faire vacciner la semaine. Il y a quand même les centres, il y a les pharmacies. En plus, on fait sur rendez-vous. Donc s'il y en a, moi je vois si j'ai des patients, ils peuvent venir qu'à 7h30, je reste jusqu'à 7h30, je leur fais leur vaccin à 7h30, voilà. C'est quand même des cas très particuliers. Donc honnêtement, je trouve que c'est un peu un effet d'annonce. Ça a été demandé par une collègue il n'y a pas eu de concertation, c'était fait un peu rapidement, voilà. On peut le faire, mais voilà, ça n'a pas changé le taux de vaccination, honnêtement. Docteur, quel est votre avis là-dessus? C'est pertinent? Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas, ce qu'il faut relever, c'est l'implication très importante des pharmaciens et des médecins et des infirmiers dans la vaccination, puisqu'ils assurent 47% des vaccinations qui sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un investissement énorme et les excellentes couvertures vaccinales qu'on observe ne pourraient pas se faire sans eux. Donc, dimanche ou pas dimanche, je pense que c'est plutôt à eux de s'organiser. Avec parfois la difficulté de locaux exigus pas faits pour faire attendre les gens un quart d'heure après. Voilà, ça c'est des difficultés, surtout qu'on doit quand même maintenir la distanciation sociale. Moi, ma pharmacie, elle a un chiffre d'affaires assez important, mais le local il est tout petit. Donc moi, c'est 3 maxis, ils sont assis là dans un coin, et après il y a les autres qui attendent au comptoir. Ça fait beaucoup de monde dans la pharmacie, on les garde un quart d'heure. Les locales pour vacciner, c'est un local de confidentialité, on n'y reste pas longtemps, mais c'est tout petit. Donc il y a vraiment des contraintes matérielles, donc ce qui fait que c'est pas... Alors c'est vrai que le dimanche, ça serait plus aéré, on se met au milieu. Mais... Et l'approvisionnement des doses? Ah, c'est le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas de doses. La semaine dernière, moi, j'en ai reçu plein. J'avais commandé plein de Pfizer, j'ai reçu du Moderna. Bon, nous, ça se passe bien parce que c'est une préparatrice qui donne les rendez-vous et elle négocie avec les gens. Elle leur dit, vous voulez du Pfizer, mais j'ai que du Moderna. Sinon, vous n'aurez pas de place. Alors, on arrive 9 fois sur 10 à les convaincre. Et puis, il y a ceux qui veulent que du Pfizer parce qu'ils veulent que du Pfizer parce que eux, c'est du Pfizer parce qu'ils ont peur. Les gens ont peur aussi. Il faut quand même comprendre ces patients. Ils sont anxieux, ils voient des tas de choses différentes. Donc voilà, alors les messages évoluent au fur et à mesure de la crise. Alors, il y a eu les derniers messages là qui ont beaucoup rassuré les gens parce qu'ils prenaient rendez-vous pour du Pfizer. Alors, on avait noté Pfizer, on nous a rappelé, on a dit ça va être Moderna. Donc je vous dis, ça passe 9 fois sur 10, mais ça prend du temps. Donc voilà, non, ça c'est de toute façon, j'ai une préparatrice en ce moment, elle fait que ça tout le temps. Docteur Kelly, est-ce qu'il y aura assez de doses? Alors, mais écoutez, je pense que c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est qu'on a augmenté la cible vaccinale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on allait vacciner que les plus de 65 ans, puis les plus de 50 ans, et maintenant toutes les personnes majeures. Et en fait, il y a suffisamment de doses pour faire un rappel à toutes ces personnes et continuer à faire des primo-vaccinations si nécessaire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il y a des vaccins pour tout le monde, et suivant les cas, c'est du Pfizer ou du Moderna, mais c'est 2 vaccins d'efficacité vraiment comparable. Et donc, je pense que, comme disait madame, il y a des peurs individuelles, mais c'est vraiment le même type de vaccin, le même mode de fabrication et des efficacités très, très comparables. Alors, on nous annonce la 6e vague en janvier avec le variant Omicron, dont les cas doublent tous les 3 jours. Est-ce qu'on a une vue déjà sur sa présence en Nouvelle-Aquitaine de ce variant? Alors, à l'heure actuelle, en Nouvelle-Aquitaine, il y a autour de 170 cas, donc on n'est pas encore, c'est pas un problème très important. Le problème, la circulation majoritaire en Nouvelle-Aquitaine, et je pense dans toute la métropole, c'est du variant Delta. Mais probablement que le Omicron étant beaucoup plus contagieux, effectivement, il va se diffuser beaucoup plus vite. Et donc, c'est une 6e vague en janvier? Il faut s'y préparer, quoi qu'il en soit? Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. En fait, il faut s'adapter en permanence aux évolutions de la pandémie. Alors, vous avez aussi remis en route les centres au moment où ils fermaient. Ça aussi, ça a été compliqué? Eh bien, quand il a fallu ouvrir rapidement des plages pour faire des rappels à toute la population, effectivement, on a demandé aux centres de se mobiliser à nouveau. On a eu des retours très positifs. On a essayé de multiplier les formes. On a des centres, on a des structures éphémères, on a des vaccibus, on a des équipes mobiles qui se déplacent. On a quand même un choix d'acteurs très important qui s'adaptent en fonction des territoires. C'est sûr que les très grands centres, ça fonctionne bien dans les grosses villes. On doit avoir des centres plus petits dans des territoires plus ruraux. Et même, je vous disais, des équipes mobiles ou des centres éphémères quand il faut se déplacer dans des villages plus reculés ou plus petits.
Et c'est là que le Premier ministre a proposé des créneaux sans rendez-vous pour les plus de 65 ans, histoire de simplifier encore plus les choses. Comment ça s'est passé dans votre pharmacie ? Alors, la pharmacie, je dirais que nous, on n'a pas été trop impactés parce qu'ils savent bien que c'est sur rendez-vous. De toute façon, ils appellent, on leur dit vous êtes sur liste d'attente. Je vous rappelle, dès que j'ai les doses, nous on donne les rendez-vous que quand on a les doses dans les mains. Bon, cette semaine, on va pas avoir beaucoup de doses quand même, petite baisse, mais bon, on a réussi à écouler. On a donné 200 rendez-vous, donc déjà, on a écoulé un petit peu de monde. Alors du coup... Vous avez réussi à composer, même s'il y a eu cette annonce de sans rendez-vous, ça n'a pas créé un trop grand appel d'air ? Nous, en pharmacie, non. Enfin, pas chez moi. En revanche, en centre de vaccination, ça a mis un bazar pas possible. Ça faudrait quand même qu'ils évitent ce genre d'annonce parce que c'est sur rendez-vous. C'était très compliqué parce que c'est des flacons multidoses. Donc, vous entamez un Pfizer, vous faites 6 doses, éventuellement 7. Moderna, avec les demi-doses, on arrive à 20, peut-être 24. Bon, alors moi, je compte 20, s'il y a du rap, on appelle les gens. Mais ça leur a mis un bazar pas possible parce qu'ils ont eu des tas de personnes qui sont arrivées. Puis, il y a un problème quand même d'éloignement. Alors, les gens, ils s'entassaient. Ils voulaient tous leur truc. Alors qu'il y avait des gens qui avaient des rendez-vous. Ils pouvaient pas... Enfin, ils ont eu du mal à prendre des décisions, savoir s'ils entamaient un flacon. Est-ce qu'ils iraient jusqu'au bout du flacon ? Est-ce qu'ils n'allaient pas jeter des doses ? Parce que moi, j'en ai jeté des doses de Moderna parce que j'avais pas assez de gens à un moment. Donc, il y a des gens, il fallait que je les vaccine. Hop, et bon, il y a du gaspillage. Et ça leur a beaucoup posé de problèmes dans les centres de vaccination. Ça, c'est clair. Alors maintenant, ça c'est, je pense, un petit peu régulé. Mais honnêtement, est-ce qu'ils ont besoin de venir sans rendez-vous ? Je crois pas. Docteur Kelly, là-dessus, sur cette fameuse annonce de sans rendez-vous, mais oups, on n'a pas pensé à la pratique. Alors, en fait, la difficulté, c'est que on n'est pas encore à 100% des personnes de plus de 65 ans qui ont reçu un rappel, que ces personnes, leur passe sanitaire arrivait à expiration aujourd'hui, donc ils étaient très pressés de se faire vacciner. Et dans les prises de rendez-vous, il faut bien se dire que les plus jeunes sont certainement plus habiles à prendre des rendez-vous sur Internet. Donc, dans une pharmacie, c'est vrai, ils appellent, ils prennent rendez-vous. Dans un centre, avoir des plages sans rendez-vous pour les plus de 65 ans, ça permet sans doute de répondre à cette demande immédiate pour pouvoir avoir son rappel et son pass sanitaire maintenu. Il y a eu aussi l'organisation de créneaux sans rendez-vous en grande surface. Ça, c'était aussi une façon d'aller vers, une fois de plus ? Tout à fait. C'était d'essayer d'aller là où les gens sont, et au moment des courses de Noël, les gens sont dans les grandes surfaces. Je pense que s'il y a un maître mot, vous nous disiez quel mot, en fait, en réfléchissant, le mot de cette épidémie, c'est adaptation permanente. Oui, c'est vrai, c'est bien trouvé. Monsieur Brion, à titre personnel, comment est-ce que vous avez organisé, vous, les rendez-vous pour vous-même ou vos proches par rapport à cette vaccination ? C'est en fonction effectivement des créneaux, donc Doctolib en premier, mais on se rend compte qu'effectivement au niveau de Poitiers, il n'y a rien. En fait, un peu plus loin, exemple Châtellerault, voire même Chauvigny, Montmorillon proposent effectivement des créneaux, mais après directement près d'une pharmacie. Et effectivement, on se rend compte que les créneaux en fait se repoussent de plus en plus, qu'effectivement les gens appellent. Moi, je sais que j'ai voulu appeler une fois un vendredi. On me dit en fait au début c'était le 7 janvier, j'appelle juste le lendemain matin. On est passé directement au 12 janvier. Donc effectivement, là, effectivement, en gros, il faut s'organiser en fait en fonction effectivement des annonces. Au début, c'était troisième dose au bout de 6 mois. Maintenant, c'est entre 5 et 7. Et on se rend compte que finalement, tout le monde se rue un petit peu dans les pharmacies, voire les centres de vaccination. Et il y a cela peut-être un affolement parfois, en dire que même des parents, mais je vais pas avoir ma troisième dose. Donc, comment ça va se passer mon pass sanitaire ? Donc là, effectivement, il peut y avoir peut-être une forte demande maintenant de rendez-vous. Donc, je dirais qu'il faut vraiment s'organiser. Je vais pas prendre le temps, mais effectivement bien calculer son créneau et le faire, si c'est possible, en fonction des disponibilités des pharmaciens et des centres de vaccination. Aujourd'hui, on parle d'une vaccination des 5-11 ans à partir du 20 décembre. Ça, c'est une hypothèse à laquelle les parents se préparent. Ah, tout à fait, effectivement, on a déjà eu des questionnements de famille. Bon, bien sûr, effectivement, les 5-11 ans, c'est d'abord les enfants les plus fragiles. Ensuite, 20 décembre. Évalué à 400 000 en France, si on profite. Voilà, pour laisser le chiffre. Après, au niveau, nous, de l'Académie Poitou-Charentes, on n'a pas les chiffres. Après, c'est à partir du 20 janvier. Donc, dire que la vaccination va arriver de suite, on ne sait pas comment ça va encore s'organiser. Donc, on va dire c'est en dehors du temps scolaire. Donc, on retombe, effectivement, on va attendre la rentrée scolaire. Ensuite, le schéma vaccinal, comment il va se faire par la suite ? Il faudra aussi une deuxième dose, une troisième dose. On ne sait pas. Ensuite, comment ça va être pris en compte après au niveau de... Est-ce que potentiellement, si une classe entière est vaccinée, est-ce que s'il y a 1 cas, 3 cas, est-ce qu'on a les mêmes conditions ? Est-ce qu'on passe en protocole de niveau 2, voire niveau 1 ? Voilà, c'est encore beaucoup de questions qui vont arriver forcément derrière. Docteur Kelly, vous pouvez déjà peut-être répondre à certaines d'entre elles. Est-ce que le vaccin pour les enfants fera l'objet de rappels comme pour les adultes ?
Alors, en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le protocole vaccinal, effectivement, ce sera 2 injections qui sont aujourd'hui à 3 semaines. On sait que ça a pu bouger pour les adultes un petit peu. Donc, voilà. Ce que dit l'autorisation de mise sur le marché de ce vaccin Pfizer pédiatrique, c'est que c'est 2 doses à 21 jours d'intervalle. Docteur Mallet, Mais encore une fois, oui. Allez-y. Encore une fois, la recommandation actuelle, c'est uniquement les enfants les plus fragiles et il faut vraiment attendre les données de la HAS, du Conseil national d'éthique et du Conseil d'orientation de la vaccination qui vont se prononcer dans les jours qui viennent, mais qui ne l'ont pas encore fait sur la vaccination des 5-11 ans. Cette vaccination des 5-11 ans, potentiellement, on le rappelle potentiellement, comment est-ce qu'elle est vécue? C'est déjà un élément de discussion? Oui, c'est déjà des éléments de discussion parce que les parents sont au fait que ça va arriver ou que prochainement on va avoir ces vaccinations. Après, je pense qu'il va falloir beaucoup travailler avec certains parents et même pour une plupart des parents de les rassurer de l'intérêt, on va dire des risques possibles, de l'impact, de l'intérêt on va dire de l'intérêt civique, on va dire pour pas que leur enfant, mais globalement pour les familles, pour la société. Voilà, parce que globalement, le discours qu'on entend beaucoup auprès des parents, pour les adolescents, on a eu moins ce discours quand on discute avec eux. Les adolescents, c'était un peu plus clair. Les parents savent qu'ils sont beaucoup en sortie avec les autres, ils vont avec leurs amis, ils se font des câlins, ils se serrent dans les bras. Voilà, il y a quand même cette proximité plus importante auprès des adolescents. Et le fait est que les parents étaient plutôt assez partants, globalement. Et pour ceux où les parents n'étaient pas très partants, comme vous le disiez, c'est les adolescents qui disaient si, moi je vais me faire vacciner parce que je vais aller au cinéma, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc finalement, les choses se déroulent plutôt assez bien. Avec les enfants, ça va être un peu différent parce que finalement, là, c'est une décision plutôt qui appartient aux parents. Et là, l'enfant n'aura pas trop vraiment son mot à dire. Et donc, ça va être beaucoup un travail de lien, de discussion avec les parents. Et des tensions parfois quand il y a des séparations. Voilà, on peut avoir des conflits. Alors nous, ça c'est notre quotidien dans les suivis déjà, de base en suivi pédopsychiatrique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des parents qui ne soient pas d'accord sur le suivi, sur la mise en place de tel ou tel accompagnement ou de tel traitement. Donc on se doute que si c'est déjà conflictuel en l'état, ça risque d'être à nouveau conflictuel. Il suffit qu'il y ait un des parents qui soit pour, un autre contre. Et là, qui finalement va être entendu en priorité. Ça, c'est toute la difficulté sur les parents séparés, parce qu'on en a. Ça, c'est notre quotidien dans les suivis. Et dans ce contexte, comment aborder les fêtes de fin d'année pour protéger les plus fragiles dans les maisons de retraite? Les autorités demandent un renforcement du protocole. Pas de confinement, mais les visites doivent se faire sur rendez-vous. Explication à Aulnay-Saintonge en Charente-Maritime avec Colline Rongère et Robin Spiquel. L'esprit des fêtes de fin d'année s'invite dans cette EHPAD sous certaines conditions. Au réfectoire, les tables devront être espacées de 2 mètres et respecter un plan de table fixe. Une mesure déjà respectée dans cet établissement. Ce nouveau protocole n'est donc pas une contrainte. Celui-ci est beaucoup plus simple à mettre en place pour nous, surtout que nous l'avons reçu bien en amont des fêtes de fin d'année, puisque nous avons quand même une semaine pour nous organiser. Autre mesure plus difficile à mettre en place, les visites désormais sur rendez-vous. Ici, une alternative a été trouvée. Je leur demande de se concerter entre les membres d'une même famille pour qu'ils soient maximum 2 dans la chambre en même temps. Je leur rappelle que les résidents peuvent sortir pour les fêtes et que par contre le respect des mesures barrières reste important. Et cela commence dès l'entrée dans l'EHPAD. Oui, vous voulez votre passe, s'il vous plaît? Oui. Océane rend visite à sa grand-mère 1 fois par semaine. Ces nouvelles restrictions ne semblent pas la déstabiliser. Il faut s'adapter aux heures qu'ils nous donnent, mais c'est pas dérangeant. On arrive quand même à venir 1 fois par semaine la voir, donc c'est quand même bien. Le principal reste encore de pouvoir continuer à partager ces moments privilégiés. J'ai jamais eu beaucoup de problèmes, puisque je vous dis, il y a la petite et puis ses parents. Donc c'est tout finalement. Pour les fêtes de fin d'année, pas de repas entre résidents et familles dans cet établissement. Mais bonne nouvelle, les sorties restent autorisées. Docteur Kelly, quel conseil doit-on garder en tête pour ces fêtes de fin d'année? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est le respect des mesures barrières. Je pense que également
promouvoir l'autotest le jour où on va tous se réunir pour essayer que la personne qui est positive puisse s'isoler et ne pas contaminer les autres. On a parlé de l'aération et je pense que c'est important d'aérer les pièces dans lesquelles on se situe, de ne pas avoir des tables trop chargées, je veux dire, garder de l'espace entre les personnes, les convives. Voilà, c'est un petit peu du bon sens et un petit peu ce à quoi on a été habitué depuis 2 ans. Mais vraiment, je pense que maintenant que tout le monde, faire son rappel, c'est très important. Donc, être vacciné, avoir son rappel, se faire tester le jour de la fête et respecter les mesures barrières au maximum et éviter effectivement d'avoir des rassemblements familiaux trop importants. Les autotests, est-ce que vous en vendez plus en ce moment? Alors oui, c'est l'explosion. Là, je fais que commander des autotests. Ça, énormément. Et les gens prévoient les fêtes et utilisent beaucoup les autotests, oui. Et est-ce que vous en aurez assez? Oui, pour le moment, il n'y a pas de rupture. On est livré, les labos sont adaptés. Ils ont peut-être prévu les fêtes aussi. Et non, on est livré rapidement, il n'y a pas de rupture. D'accord. Et là-dessus, c'est souple d'utilisation. On n'est pas obligé de l'enfoncer aussi loin, j'ai cru comprendre. Alors, les autotests, c'est quand même... je dirais pas que c'est agréable, parce que c'est pas sympa, quand même. Mais bon, tous ces tests, c'est pas très sympa. Mais c'est moins désagréable qu'antigénique ou PCR, ou le prélèvement lui-même. On va jusqu'au cerveau, comme ils me disent. Donc, vous êtes allé jusqu'à mon cerveau. Oui, c'est un peu ça, quoi. Là, ça reste juste dans la narine. C'est un gros coton-tige qu'on tourne, voilà, dans chaque narine. À les deux, ils m'ont dit, ah oui, je dis quand même, il faut faire les deux, quand même, déjà que c'est pas très fiable. Et bon, mais ça picote. C'est moins intrusif. Ah, c'est moins. Et puis surtout, il y a moins de risques de pas. Parce qu'il y a un risque quand même d'erreur quand on fait le test, qu'on peut aller pas où il faut et on peut créer des lésions. Donc il faut quand même être formé au geste, il faut faire attention. Hein. Voilà, quand même. En pharmacie, c'est mieux? Comment? On fait le premier autotest en pharmacie? On peut pas parce qu'il faut qu'on se protège matériellement. Oui, ça serait idéal, exact. On leur explique, on n'a pas besoin de le faire. Moi, j'ai fait des autotests supervisés cet été, mais il faut s'habiller normalement. Alors, non, on fait pas d'autotest au comptoir, non. Mais on leur explique quand même. Non, c'est pas très compliqué, honnêtement. Docteur Mallet, quand on est invité à un réveillon, ça veut dire qu'il faut arriver à mettre le sujet sur la table. C'est anticonvivial de dire est-ce que tout le monde peut se faire tester avant qu'on se retrouve? C'est bien le souci actuellement, c'est qu'on se retrouve à discuter de choses qui ne sont pas très positives avant des réunions de famille qui sont normalement un moment de retrouvailles sympathique, convivial. On discute, on va rigoler, on échange des éléments sympathiques de notre vie du quotidien. Et là, on se retrouve, c'est pour ça que c'est vraiment, quand je reprends le mot que j'ai dit au départ, anxiété, c'est-à-dire qu'en permanence, on est en rappel qu'il y a quelque chose de dangereux qui est pas très loin, qui pourrait arriver au moment des fêtes où normalement c'est plutôt sympathique. Et donc, il faut rappeler aux familles est-ce que tu as ton passe vaccinal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as été fait tester avant? C'est pas simple, mais en même temps, si on veut être serein, c'est mieux. Mais en même temps, est-ce qu'on peut l'imposer aussi aux membres de la famille qui ne souhaitent pas? Ça, c'est toujours... Oui, ou aux amis dont on n'a pas envie d'être intrusif par rapport aux questions de santé, etc. Ça, c'est pas simple dans le quotidien. Et on ne peut pas imposer à quelqu'un de faire un autotest. Et en même temps, est-ce qu'on va lui interdire de venir s'il n'est pas testé? Tout est assez difficile. Nous approchons du terme de cette émission. Je voulais vous demander un mot de conclusion à chacun. Quel est votre espoir pour la suite, Monsieur Brion? Disons qu'on va dire que la situation évolue dans le bon sens, qu'on ne passe pas en distanciel. Effectivement, le distanciel, c'est ce qu'il y a de pire pour les élèves. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même toujours des examens à la fin de l'année. Malheureusement, autant le brevet que le baccalauréat, on a connu depuis 2 ans beaucoup de changements, des modifications en temps réel. Ça a fait beaucoup de brouhaha au niveau des familles, au niveau du ministère. Donc voilà, on ne voudrait pas que ça évolue dans le mauvais sens. Donc effectivement, la vaccination est peut-être la solution. Après, sur les enfants de moins de 12 ans, c'est peut-être encore une autre solution. D'abord, effectivement, les enfants les plus fragiles. Et après, il faut voir dans le temps ce que ça va donner. Madame Salaver-Grisé. Alors, moi, je trouve que j'ai déjà entendu dire, il ne faut plus parler de vagues. Le virus, il est là, on va vivre avec, il reste, il évolue, ça va être comme les autres virus, il sera maîtrisé par la vaccination. On vaccinera très régulièrement, les clients me disent, bon, alors à bientôt pour la 4e, voilà, maintenant ils sont résignés. Les mesures barrières, j'espère qu'on arrivera à les enlever parce que c'est vrai que le masque, c'est rigolo un moment, mais c'est un peu pénible. Vous voyez, aujourd'hui j'ai mis des rouges à lèvres, je suis contente. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Voilà, mais moi je suis pour la vaccination. Pour moi, pour vous c'est la clé de sortir. Je vois pas comment on peut s'en sortir sans vaccination. Hein, c'est clair.
Enfin, dans toutes les maladies virales et les grandes pandémies qu'il y a eu, la solution, c'est la vaccination. Docteur Kelly, votre mot de la fin. Moi, je rebondirais sur la même chose en disant que j'espère que les taux de rappel très élevés vont faire que la courbe de l'incidence va s'aplatir et qu'on va avoir une chute des hospitalisations et des personnes malades et qu'on va pouvoir reprendre en prenant en compte le fait que le virus fait partie de notre vie, une vie plus normale. Alors moi, j'avais cette impression de tunnel toujours, mais c'est ça en fait. Il faut qu'on apprenne à vivre avec et à y réintégrer la normalité. Je pense, oui. Réintégrer la normalité, c'est un peu l'objectif. Quel est votre espoir à vous, docteur Mallet? C'est ça, c'est d'arriver à vivre avec dans le quotidien, avec nous, nos inquiétudes dans le développement des enfants et des adolescents. C'est-à-dire qu'on sait que là, on doit vivre avec, on sait le quotidien. Maintenant, on est parti pour plusieurs mois, années, on ne sait pas où on va avoir des vagues, on ne sait pas non plus, ça c'est la question. Mais au moins vivre avec, la question de la vaccination pour se protéger. Mais nous, les conséquences pédopsychiatriques, elles sont importantes. C'est-à-dire les adolescents, on a une vague énorme de syndrome dépressif, de troubles anxieux, de suicides, de déscolarisation qui nous inquiète énormément dans les années à venir et qui commence là qu'à bien débuté. Et pour les enfants, on se questionne aussi sur l'impact à moyen terme, parce que là, on n'a pas encore trop d'impact franc, mais à moyen terme, quand ils vont grandir, comment ils vont se développer dans le lien avec les autres, dans le lien social. Donc c'est un peu tous les questionnements. Là, on découvre aussi, on va dire un développement de l'enfant qui n'est pas habituel chez nous. Donc ça va nous faire nous re-questionner sur les accompagnements et sur les moyens à mettre derrière, parce que ça va nécessiter beaucoup de moyens humains pour accompagner ces jeunes qui vont être en souffrance dans les prochaines années. C'est toujours en tout cas le sujet principal dans les consultations. Les tracas du quotidien n'ont pas... Le Covid est une angoisse de fond et qui vient impacter le quotidien et qui fait développer des symptômes complètement différents et importants. Mais voilà, nous, nos hôpitaux actuellement, nos unités d'hospitalisation de temps plein, de jour et nos consultations débordent de demandes auxquelles on ne peut plus répondre actuellement. Allez, on va quand même essayer de garder une note positive et un espoir pour ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Prochain Disputandum mercredi. Soir prochain, rediffusion sur France 3 le vendredi matin et le replay sur Internet, bien sûr. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes.